Oui, bonjour à tous. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Ok, ça devrait être bon. Hop. Ok, normalement, vous devriez tous voir mes slides. Donc, moi, je vais me présenter. Je m'appelle Alexandre Avec-Arnic, je suis en vente chez Nutanix. Et donc, je vais animer ce premier workshop autour du sizing et du dimensionnement d'une plateforme Nutanix. Ce que je vous propose durant ces 45 minutes, tout d'abord dans un premier temps, c'est de revenir sur l'actualité de Nutanix, puisque début de semaine dernière, donc Nutanix a tenu sa première conférence utilisateur, le .next, qui s'est déroulée à Miami, et à cette occasion, on en a profité pour annoncer pas mal de nouvelles fonctionnalités et dévoiler un petit peu la roadmap du produit. Donc on refera une passe sur ce qui a été dit en début de semaine dernière. Dans un deuxième temps, on reviendra sur le nouveau sizer que Nutanix a publié il y a quelques semaines de cela. Donc sur la base de ce sizer, on reviendra également sur quelques bonnes pratiques sur voilà, tout simplement comment sizer notre plateforme pour avoir une plateforme de virtualisation cohérente et performante. Et puis, on fera un petit rappel sur la manière dont on utilise le SSD sur une plateforme Nutanix. On reviendra notamment sur tout ce qui est compression des duplications, inline, post-process, etc. Première annonce faite au .next la semaine dernière, c'est l'évolution autour de notre projet Acropolis. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas encore le projet Acropolis, c'est tout simplement le travail fourni par Nutanix pour améliorer et faciliter l'utilisation de KVM en tant qu'hyperviseur sur une plateforme Nutanix. Depuis le début de l'année, lorsqu'on installe une plateforme Nutanix sur la base de l'hyperviseur KVM, vous allez retrouver au niveau de Prism, dans la partie VM notamment, un certain nombre de boutons vous permettant de créer et de manager de manière extrêmement simple tout ce qui est machine virtuelle et réseau virtuel. Historiquement, sur les autres plateformes de virtualisation, que ce soit chez VMware ou chez Microsoft, on a toujours eu des consoles d'administration, des serveurs, SCVMM, mais sur KVM, il y en avait quand même pas mal de difficultés à pouvoir exploiter de manière simple cet hyperviseur. Tout se passait généralement en ligne de commande et ça demandait quand même quelques compétences spécifiques qui n'étaient pas forcément à la portée de tout le monde. Donc du coup, Nutanix, dans sa volonté de simplifier l'infrastructure, a tout simplement déporté ces fonctionnalités directement au niveau de Prism, de façon à ce que une personne sans grande compétence sur KVM puisse exploiter facilement cet hyperviseur. Donc de base, au niveau de cette plateforme, on va retrouver tous les mécanismes et toutes les technologies qui sont liées au système de fichiers distribué de Nutanix. Au niveau du stockage, on va retrouver également toute la partie administration, Prism, ainsi que notre moteur d'analyse et de supervision qu'on appelle ELSE, d'accord, qui existe depuis un certain temps au niveau du NOS. Et donc cette plateforme Acropolis évolue et porte maintenant un nouveau nom qui s'appelle Extreme Computing Platform, XCP. Et donc cette nouvelle offre repose sur deux briques. La première brique, c'est donc cette fameuse brique Acropolis, d'accord. Donc cet hyperviseur KVM avec ses capacités à gérer simplement des environnements virtuels au niveau de Prism. Sur cette première brique, on va retrouver une notion qu'on appelle maintenant le Distributed Storage Fabric, le DSF, d'accord. Donc ça, c'est ni plus ni moins que notre système de fichiers distribués avec tous les services de stockage et de réplication que l'on connaît chez Nutanix. La couche Acropolis, qui repose donc sur l'hyperviseur KVM, et une nouvelle notion qui s'appelle l'App Mobility Fabric, sur laquelle je reviendrai juste après. C'est tout simplement la capacité à finalement pouvoir déplacer nos workloads et nos applications, quel que soit l'hyperviseur que l'on utilise. Au-dessus de ça, on va retrouver la couche Prism, donc toute la partie management et administration, à partir de laquelle on va pouvoir continuer à exploiter nos machines virtuelles et à pouvoir administrer notre cluster Nutanix dans sa globalité. À cela se rajoute une partie opérationnelle analytics qui est en fait une nouvelle version du module Health qui cette fois va aller beaucoup plus loin en termes d'information, en termes de capacity planning, en termes d'analyse du comportement des machines virtuelles.
Et sur la base de ces informations fournies par ce nouveau moteur analytique, on va être capable finalement de corriger le tir sur notre plateforme, notamment en cas de problème de performance, que ce soit au niveau stockage ou au niveau machine virtuelle. Donc si on regarde un petit peu plus en détail comment est composée cette nouvelle plateforme, donc toujours la partie DSF, Distributed Storage Fabric, avec voilà, l'ensemble des fonctionnalités au niveau stockage que l'on connaît chez Nutanix, avec la partie tiering, les options de compression et de déduplication, et également la partie data protection pour la partie réplication synchrone et asynchrone. Au-dessus de ça, on a une nouvelle couche qui apparaît qui s'appelle l'App Mobility Fabric, l'AMF, grâce à laquelle on va pouvoir déplacer et convertir en quelques clics n'importe quel hyperviseur et n'importe quelle machine virtuelle qui s'exécute sur cet hyperviseur vers un autre hyperviseur. C'est-à-dire qu'à un instant T, vous allez avoir un cluster Nutanix qui exécute un hyperviseur vSphere, par exemple, et puis la partie KVM vous intéresse. Et bien grâce à cette nouvelle couche de fonctionnalité, directement depuis Prism, vous allez pouvoir convertir un host installé en vSphere et le transformer en host en KVM, en incluant dans ce processus de migration la conversion des machines virtuelles. Et toutes ces nouvelles fonctionnalités qu'on va proposer sur la partie Nutanix vont pouvoir se faire sur la base de quelques clics, 3-4 clics. Si vous connaissez déjà la fonctionnalité des One Click Upgrade, c'est le processus de mise à jour d'un cluster Nutanix, pour pouvoir mettre à jour la totalité d'un cluster, cette fonction s'active en 3-4 clics, et bien on va retrouver cette même philosophie sur la partie mobilité des workloads et mobilité des applications. D'accord. Et sur la partie gauche, comme j'expliquais tout à l'heure, la partie Prism qui va être vraiment tout le stack de pilotage de l'infrastructure Nutanix, dans laquelle on va pouvoir retrouver la partie management, la partie monitoring et la partie finalement correction en cas de problème de performance. Et toutes ces fonctionnalités-là sont toujours accessibles et exploitables en quelques clics. Donc on est vraiment dans un esprit de simplicité de l'infrastructure, et avec cette nouvelle plateforme, Nutanix souhaite rendre vraiment l'infrastructure complètement invisible. D'accord, toute la complexité, on va venir la masquer au niveau de notre technologie, et ce qu'on va simplement exposer à l'administrateur, c'est tout simplement la facilité de pouvoir utiliser l'hyperviseur de son choix et de pouvoir déplacer ses applications au moment où il y en a besoin vers l'hyperviseur de son choix ou vers le cloud de son choix, et toujours de manière extrêmement simple. Élément important à comprendre sur la partie Acropolis, c'est que cette plateforme est déjà certifiée auprès de chez Microsoft, on fait partie du programme SVVP, et à ce titre-là, toutes les applications business critical de chez Microsoft sont déjà certifiées pour tourner sur de l'Acropolis. Ce qui signifie que sur cette nouvelle plateforme, on va pouvoir faire tourner notamment de l'Exchange, du SQL, du SharePoint, bref, toutes les applications qui sont qualifiées de type business critical et tous les guest OS de chez Microsoft. Deuxième point important, c'est qu'en fait, Acropolis existe déjà depuis un certain temps, notamment depuis le début de l'année. Simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas forcément communiqué de manière publique et officielle sur la disponibilité de cette nouvelle approche en termes de plateforme de virtualisation, ce qui nous a permis finalement de commencer à déployer cette nouvelle plateforme chez un certain nombre de nos clients. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 1200 nœuds répartis dans le monde en production sur base d'Acropolis. En termes de fonctionnalités, les fonctionnalités que je vais évoquer là sur cette slide sont des fonctionnalités qui vont apparaître entre maintenant et la fin de l'année. Et le gros des fonctionnalités va surtout être disponible entre le mois de septembre et la fin d'année 2015. Donc, ce que l'on va retrouver notamment au niveau du cluster Acropolis, du cluster KVM, ça va être ces fameuses fonctionnalités d'achat et DRS qu'on connaît notamment chez VMware, qui vont nous permettre d'avoir finalement un niveau de fonctionnalité assez équivalent à ce que c'est faire un cluster vSphere. Donc la partie achat, vous la connaissez je pense aussi bien que moi, c'est tout simplement le fait que lorsque je perds un host, les machines virtuelles qui étaient en cours d'exécution sur ce host vont être redémarrées automatiquement sur les autres hosts restants dans le cluster. Deuxième fonctionnalité, c'est l'équivalent de ce que c'est faire DRS sur un cluster vSphere. Donc à ce niveau-là, ça se joue en deux parties. Première partie, c'est lorsque je vais créer une machine virtuelle, je vais chercher à la placer de manière automatique sur le host le moins sollicité au moment de la création. Donc ça, l'algorithme est déjà présent en fait dans notre plateforme Acropolis. Donc si dès aujourd'hui vous déployez un
un cluster Nutanix avec du KVM, cet algorithme est déjà présent. Et ce qui va arriver d'ici la fin de l'année, ça va être finalement cette capacité à venir lisser la consommation des ressources entre les différents hosts à l'intérieur du cluster KVM. Deuxième point, ça va être la capacité dans Prism à pouvoir créer et manager des containers Docker. On va pouvoir d'une part en importer et d'autre part les créer, les provisionner, les déprovisionner lorsqu'on en a besoin. La particularité de Docker, c'est finalement de pouvoir provisionner de l'application à la demande en un temps assez court finalement, puisqu'un conteneur Docker, ça se charge en quelques secondes. Et ce qui se passe typiquement c'est que si vous avez par exemple un conteneur Docker qui exécute de l'Apache, au fur et à mesure que le conteneur Docker Apache est sollicité au niveau de la consommation de ses ressources, si jamais on arrive en contention de l'utilisation des ressources sur ce conteneur, automatiquement on va en déployer un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Autant de conteneurs nécessaires pour assurer la disponibilité de l'application. Et lorsque la charge applicative diminue, on va automatiquement déprovisionner les conteneurs Docker, d'accord, de façon à tout simplement pouvoir allouer de la ressource à la demande pour cette application. Troisième point, j'ai commencé à en parler, ça va être la capacité de pouvoir convertir un hyperviseur à un nœud, quel que soit avec l'hyperviseur qui s'exécute au-dessus, et de pouvoir le transformer vers n'importe quel autre hyperviseur en gérant également la migration et la conversion des machines virtuelles. Donc typiquement, si vous avez un host Nutanix qui est installé en ESX, vous allez pouvoir le convertir en 3-4 clics, soit en KVM, soit en Hyper-V, et inversement, un host Hyper-V, vous allez pouvoir le convertir en Acropolis ou en ESXi, etc., etc., d'une manière extrêmement simple. Quatrième annonce, ça va être l'apparition d'un file server complètement distribué qui se présente sous la forme de Scale-out File Server. En fait, tout simplement, cette fonctionnalité de filer que l'on connaît historiquement sur des solutions de type SAN classique, on va être capable de fournir cette fonctionnalité directement au niveau de notre CVM et encore une fois de le faire de manière complètement distribuée. Donc au niveau du Scale-out File Server, ce sera du protocole SMB qui sera implémenté. Et pour fournir ce besoin en volumétrie, on va y accrocher de nœuds capacitifs qui sont les NX6035C. D'accord ? Ce sont des nœuds purement capacitifs sur lesquels on ne pourra pas exécuter des machines virtuelles, mais on va simplement fournir de la volumétrie. Avant-dernière annonce, ça a été tout simplement l'apparition d'un nouveau module de capacity planning et de monitoring. On va être capable de faire de la projection au niveau de la consommation des ressources et d'être capable de se dire dans X temps, si la consommation de ressources continue d'évoluer de la même manière que ça a été le cas sur les 3 derniers mois, il faudrait que je rajoute X nœuds avec telle quantité de ressources pour continuer à pouvoir absorber le besoin en ressources sur la plateforme de virtualisation. On va être également capable d'analyser le comportement des machines virtuelles pour tout simplement pouvoir activer compression ou des duplications lorsque cela est nécessaire et judicieux. Et on va également voir apparaître des connecteurs pour Amazon et Azure de manière à pouvoir faire du débordement sur l'un de ces deux clouds, directement depuis Prism, et encore une fois, on va pouvoir mettre en œuvre ces fonctionnalités en quelques clics. Un exemple qui est assez représentatif de ce que c'est faire Acropolis, on a un client en Suisse, la loterie suisse, qui héberge l'ensemble de ses services web sur une plateforme Nutanix à base d'Acropolis. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a environ 600 000 utilisateurs online chaque jour qui exploitent ces services web de jeux en ligne. Et l'ensemble de ces services repose sur une plateforme Nutanix à base d'Acropolis. Je vais faire un petit focus sur la dernière release sortie par Nutanix ces derniers jours. Donc on est maintenant en version 4.1.3. Et parmi les principales fonctionnalités que l'on voit apparaître, ça va être la notion de réplication synchrone, disponible maintenant pour ESX et Hyper-V. Alors là, je m'arrête juste quelques secondes. Sur la partie ESX, on a déjà la partie Metro Availability, qui est un mode de réplication synchrone. Simplement pour rappeler son fonctionnement dans les grandes lignes, avec le Metro Availability, on a 2 sites avec un cluster Nutanix sur chaque site. Mais côté vSphere, on a un seul et unique cluster, d'accord? Et en fait, on s'appuie sur Achat et DRS pour garder les VM sur chacun des sites, et on utilise Achat pour redémarrer les VM d'un site vers un autre lorsqu'on va venir perdre les hosts de SXI. Et comme on a une réplication synchrone au niveau stockage, on a une cohérence au niveau des données, on sait redémarrer les VM sur le site distant.
Là, le fonctionnement, il est un petit peu plus simple. On continue à avoir deux clusters Nutanix sur deux sites. Côté VCR ou côté Hyper-V maintenant, on va avoir deux clusters distincts et on va avoir une réplication avec un RPO égal à 0 côté stockage. Et lorsqu'on va faire du failover vers le site de reprise, à ce moment-là, soit on s'appuie sur un outil tierce pour venir réenregistrer les VM dans la console d'administration, soit on peut passer par du scripting, notamment sur Hyper-V, pour pouvoir tout simplement réenregistrer les VM et orchestrer le redémarrage. Deuxième nouveauté, c'est avec la disponibilité du 35C sur la partie Hyper-V, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Au niveau de Prism, maintenant, on va également avoir une visibilité au niveau des switches top of rack pour tout simplement pouvoir visualiser ce qui se passe au niveau réseau. C'était une métrique qui pouvait nous manquer. C'est bon. Notre cluster Nutanix et les switches top of rack. Le point suivant, c'est le support de l'SR6. Avec la sortie de Foundation 2.1. Ensuite, on va voir apparaître un certain nombre de fonctionnalités qui apparaissent en Tech Preview. Donc, juste pour que les choses soient claires, la partie Tech Preview, ce sont donc des fonctionnalités qui sont disponibles aujourd'hui sur la partie Nutanix. Mais pour l'instant, on demande à nos clients de ne pas utiliser ces fonctionnalités-là en production. D'accord? Donc, première nouveauté, c'est le Guest-Based ISASI. Grâce à cette fonctionnalité, en fait, on va pouvoir prendre du stockage issu du cluster Nutanix et le mapper directement à l'intérieur d'une machine virtuelle, notamment Windows, en passant par l'initiateur ISASI du GuestOS. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante parce qu'on veut virtualiser de l'exchange sur un cluster Nutanix à base de vSphere, puisque dans le cadre de vSphere, le stockage est présenté en MFS et que Microsoft ne supporte pas ça sur du stockage NFS. Donc, grâce à cette fonctionnalité-là, on va pouvoir donc maintenant supporter Exchange sur du cluster Nutanix en s'appuyant sur l'hyperviseur vSphere. Ensuite, la partie Erasure Coding, ça va être un algorithme supplémentaire qui va nous permettre d'optimiser la volumétrie de stockage utile présentée à l'hyperviseur. Alors aujourd'hui, à minimum, on est en RF2, ce qui veut dire que sur une volumétrie brute disponible au niveau du cluster Nutanix, on n'en expose que 50% à la couche de virtualisation. Et bien, grâce à l'Erasure Coding, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Et typiquement, sur un cluster Nutanix à 3 ou 4 nœuds, plutôt que d'être en RF2, on va pouvoir descendre le replication factor à du 1.5. Et lorsqu'on passe sur un cluster Nutanix à 7-8 nœuds, on va pouvoir descendre le RF à du 1.25, ce qui va nous permettre d'avoir une volumétrie utile exposée à l'hyperviseur un petit peu plus importante. La partie achat, au niveau Acropolis, je l'ai présenté un petit peu tout à l'heure, elle est disponible aujourd'hui en Tech Preview et sera disponible en GA d'ici la rentrée. Et sur la partie Acropolis, on va voir apparaître des fonctionnalités de volume management et d'image services qui vont nous permettre tout simplement d'exploiter du stockage en mode ISAC directement dans les VM pour pouvoir créer un recueil d'images ISO ou de disques virtuels qui vont nous permettre de déployer nos templates par la suite sur plateforme Acropolis. Information intéressante qui a été communiquée lors du .next, c'est que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, on a 20% des clients Nutanix qui, dès le premier jour de sortie d'une nouvelle release, téléchargent cette release et la déploient en production. D'accord. Tout ça pour illustrer en fait la confiance de nos clients sur notre produit et autant sur d'autres technologies, on a tendance à attendre des versions N+1, N+2 avant de déployer une nouvelle version. Sur la partie Nutanix, les statistiques nous montrent que on a déjà 20% de nos clients qui, dès le premier jour de la release, partent en production. Je reviens sur le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Donc sur la partie Sizer, Nutanix a publié il y a quelques semaines une nouvelle version de son Sizer, qu'on appelle la 2.0, qui est disponible aujourd'hui pour les partenaires Nutanix. Et donc pour y accéder, c'est l'adresse que vous voyez ici sur la slide, c'est https://service.nutanix.com. Ce que je vous propose, c'est d'y rendre.
Ok, donc lorsque vous vous loguez sur ce Sizer, vous arrivez sur cette interface. Et donc, première chose à faire, ça va être de créer un scénario, d'accord? Donc, en haut à droite, vous avez un bouton Workload, d'accord, qui va vous ouvrir un assistant. Et à partir de cet assistant, on va pouvoir modéliser notre scénario. Donc, première chose très simple, je donne un nom à mon scénario. Ensuite, ici, j'ai plusieurs possibilités en fonction du use case que j'ai à adresser. Donc, je vais pouvoir monter des scénarios pour des projets VDI, des projets de virtualisation Exchange, des projets de virtualisation d'SQL Server, des projets de virtualisation de serveurs classiques, et je vais pouvoir, si je le souhaite, rentrer moi-même les inputs et définir moi-même mon template des machines virtuelles. Pour faire un exemple simple, je vais me baser sur un projet de virtualisation de serveur. Donc si j'appuie sur Next, dans un premier temps, je vais avoir à ma disposition 3 profils de VM, small, medium, large. Pour chaque profil à droite, je vais pouvoir avoir le descriptif du template de VM que je sélectionne. Donc typiquement, si je suis en small, je m'aperçois que ce sont des VM qui sont configurés avec un vCPU, 2 Go de RAM, 50 Go d'espace disque. Et on considère sur ces VM-là environ 100 IOPS. Et en termes de sizing, on part sur un ratio de 6 vCPU par cœur de processeur physique. D'accord. Si jamais je change, que je passe en médium, bah forcément, je vois le template progresser. Donc, je suis plutôt sur 2 vCPU, 4 Go de RAM, 100 Go d'espace disque et 200 IOPS par VM. Et la partie large VM, on est sur 4 vCPU, 8 Go de RAM, 150 Go d'espace disque et environ 300 IOPS par VM. Je peux me baser sur ces templates-là. Typiquement, si je pars sur un template large VM, je vais choisir de monter un scénario pour 10 VM de ce type-là. Derrière, lorsque j'appuie sur Next, je vais avoir la capacité, finalement, à pouvoir un petit peu customiser ces métriques-là. D'accord? Donc, si j'ai besoin, je peux venir les customiser. Sinon, je reste sur ces valeurs-là par défaut. D'accord? Donc, si je fais Next, ici, je reste en Application Factor 2. C'est le cas par défaut sur une plateforme Nutanix. Et si jamais j'ai besoin d'un cluster dédié pour stocker les VM de management, ou en tout cas toutes les briques d'une infra de management pour une plateforme de virtualisation, je peux également le renseigner ici. Je fais Save. D'accord. Et ici, je vais pouvoir observer la simulation faite par cet outil. Alors, première chose. Ici à droite, on se rend compte qu'on part sur des modèles 1050. Ici, on a la config RAM, CPU, SSD et disque SATA. Et le Sizer me propose de partir sur 4 nœuds. Alors, première chose, ici, je vais avoir le choix entre agressif, standard et conservatif. Ce qu'il faut comprendre sur ces 3 valeurs, c'est que si je sélectionne la partie standard, le Sizer va me proposer une configuration en cluster N+1. C'est-à-dire que dans cette configuration-là, je vais être capable de perdre un nœud dans sa totalité et d'avoir les ressources disponibles sur les nœuds restants pour pouvoir assurer le redémarrage des machines virtuelles qui étaient sur ce nœud. Donc en standard, je suis en cluster N+1. En conservative, je vais être en cluster N+2. D'accord? On va le nombre de nœuds 1050 augmenter. Et si jamais je pars en agressive, je suis en cluster N+0. Ça signifie que je suis vraiment en configuration minimale et que si jamais je perds un host à l'intérieur de mon cluster, potentiellement, je peux ne pas avoir les ressources disponibles pour redémarrer ces machines virtuelles. D'accord? Automatique, manuel. Automatique, c'est le Sizer qui va vous proposer automatiquement une configuration hardware en termes de gamme de nœuds et de configuration embarquée dans chacun des nœuds. Et si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur manuel et passer sur Change Hardware. D'accord? Ici, ce que vous allez avoir, c'est tout simplement la capacité à choisir votre configuration hardware. Le type de nœud, potentiellement, si je passe en 1050, je vais pouvoir avoir des CPU différents, des quantités de RAM différentes, etc. etc. D'accord? Petite information à ce niveau-là, si jamais vous avez regardé les dernières versions des datasheets Nutanix, vous avez dû voir apparaître un modèle à 1065, qui est en fait le remplaçant du NX 1050. Donc cette nouvelle plateforme va être intégrée très prochainement dans le Sizer Nutanix. Prochainement, vous allez également être capable d'importer directement des extracts faits avec du RVTools, avec l'outil RVTools, lorsqu'on cherche à avoir un petit peu la visibilité sur comment se comporte un cluster vSphere, c'est très souvent un outil qui est utilisé.
Et donc, lorsqu'on fait un extract sur la base de cet outil, on récupère des fichiers Excel, des fichiers CSV, et bientôt, on pourra directement importer ces fichiers-là à l'intérieur du Sizer Nutanix, de façon à pouvoir monter un scénario de manière assez rapide. Ce qui va être également intégré prochainement, c'est cette notion d'erasure coding. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va être capable d'optimiser la volumétrie du stockage et finalement avec d'avoir une volumétrie présente à la couche de virtualisation supérieure que si on était en RF2. L'algorithme d'erasure coding va être bientôt intégré dans le Sizer Nutanix, de façon à ce que vous puissiez également voir quels seraient les bénéfices de cet algorithme dans le dimensionnement de votre plateforme. Et si jamais vous voulez jouer sur plusieurs types de nœuds, vous pouvez tout simplement ajouter des modèles, d'accord, et monter votre scénario en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est une première chose. Donc je vais repasser en automatique. Je vais passer en standard. À gauche, je vais avoir une représentation logique de ce que vont consommer en termes de U et de consommation énergétique les plateformes Nutanix à l'intérieur d'un rack, d'accord. En même titre que sur la configuration hardware, potentiellement, je vais pouvoir ajouter un rack, d'accord, et y définir la quantité de ressources, la quantité de U, etc., etc. Ça peut être un moyen de vous faire une représentation logique de ce que serait votre cluster Nutanix d'une manière physique. Et ensuite, à droite, on a un menu qui s'appelle Sizing Details. Et ici, on va pouvoir regarder un petit peu plus en détail comment est construit le dimensionnement de notre scénario. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai choisi 10 VM avec un profil large. En termes de configuration, je vous le rappelle, ce sont des VM qui sont à 4 vCPU, 8 Go de RAM et 150 Go d'espace disque. D'accord ? Sachant que dans ce scénario-là, on part sur l'hypothèse de je consomme 4 vCPU par cœur de processeur physique. Donc dans la partie core, c'est tout simplement l'opération mathématique qui nous dit j'ai 10 VM, elles font 4 vCPU, j'ai 40 vCPU, avec un taux de consolidation de 6 vCPU par cœur de processeur physique, il me faut environ 6,66 cœurs physiques au niveau de ma plateforme hardware. Au niveau de la RAM, j'ai 10 VM à 8 Go. Donc ça me fait 80 Go de RAM. Et au niveau du stockage, là il y a une petite mécanique à garder à l'esprit, c'est que le template de départ c'est 150 Go au niveau du disque virtuel. Je prends 10 VM, ça me fait environ 1 Tera5. Maintenant, comme par défaut je suis en RF2 et que je copie les données 2 fois à l'intérieur de mon cluster, je vais prévoir finalement cette volumétrie masquée par rapport à la couche de virtualisation. Donc j'ai 1 Tera5 de volumétrie utile, et donc au niveau cluster Nutanix, il va falloir que je prévoie environ 3 Tera de volumétrie pour à la fois exposer la volumétrie à la couche de virtualisation et avoir la volumétrie nécessaire côté Nutanix pour pouvoir héberger cette fameuse deuxième copie des blocs de données. D'accord ? Et donc sur la partie SSD, ce qui est proposé ici, c'est tout simplement de prévoir 10% de la volumétrie brute comme superficie de SSD pour pouvoir bénéficier de tous les mécanismes de cache et avoir les bons niveaux de performance. Je reviendrai tout à l'heure un petit peu plus en détail sur ce que l'on intègre dans cette volumétrie de SSD. Et en dessous, on va pouvoir avoir le détail un petit peu de quelles sont les capacités disponibles au niveau brut, ce qui va être notamment consommé par la CVM, et je vais revenir dessus tout à l'heure. Il est très important de prévoir la consommation des CVM au niveau de notre sizing. Et derrière, va s'en dérouler tous les calculs mathématiques pour savoir qu'est-ce que j'ai en volumétrie brute, qu'est-ce que vont me consommer mes machines virtuelles, et quelle est la quantité de ressources qui va me rester disponible à l'issue de cette installation. D'accord. Je vais revenir sur mes slides. En ce qui concerne les bonnes pratiques, par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment dans le Sizer, ce qui est très important d'un point de vue, on va dire, philosophique, c'est que dans un premier temps, il est essentiel que la plateforme soit d'abord sizée d'abord sur des aspects de performance et ensuite pour des aspects de capacité. Très souvent, lorsqu'on rencontre des problèmes de performance sur une plateforme Nutanix, on s'aperçoit que ce qui a été fait, c'est l'inverse. C'est qu'on a d'abord commencé à sizer la plateforme pour des questions de capacité, et notamment au niveau de capacité de stockage, au niveau de volumétrie. Et si on ne prend pas en compte les besoins en performance, le premier risque, tout simplement, ça va être de venir saturer la partie SSD
et de demander aux algorithmes de tiering finalement de constamment déstager entre SSD et partie SATA. Donc ça, c'est vraiment un point important. En termes de réflexion, on commence d'abord par traiter la partie performance et ensuite la partie capacité. Deuxième point, dès le début, lorsqu'on fait du sizing, c'est important de poser, d'établir un certain nombre de règles au niveau de l'ingénierie. Première règle, ça va être qu'est-ce que je cherche à avoir en termes de ratio vCPU par pCPU. On sait très bien que lorsqu'il s'agit de traiter un projet de virtualisation de serveur ou un projet de virtualisation de poste de travail, généralement, on ne va pas être sur le même niveau de consolidation au niveau de la capacité CPU. Là, dans l'exemple qui est donné dans le Sizer, on est sur un ratio de 6 vCPU par cœur de processeur physique. En fonction des plateformes de virtualisation de serveur, on peut aller un petit peu plus haut, on peut monter à 8, à 9, voire à 10. Ça va dépendre de quels sont les workloads que l'on héberge. Et si jamais on a des applications assez intensives en termes de consommation de ressources, on va plutôt avoir tendance à diminuer ce ratio et à rester sur du 2 vCPU par pCPU, ou peut-être passer à 3, voire 4. Un bon indicateur pour avoir ça lorsqu'on part d'une plateforme existante, c'est tout simplement d'exécuter le RVTools. Le RVTools va être capable de vous donner ce fameux taux de consolidation à l'instant T sur la plateforme legacy d'un client que vous adressez, et ça va vous permettre d'avoir un ordre d'idée de comment est fait ce taux de consolidation. En fonction des métriques qui sont sorties et des retours clients que vous avez, vous êtes capable de savoir si ce ratio, dans un premier temps, est bon, parce qu'on n'observe pas de problème de performance à ce niveau-là, ou si les problèmes de performance sont déjà présents, auquel cas il faudrait peut-être réduire un petit peu ce ratio. D'accord ? Donc ça, c'est une première métrique sur laquelle il faut bien travailler. Deuxième chose, c'est l'utilisation de la RAM. Quel que soit l'hyperviseur que vous utilisez, ce que l'on essaye d'éviter au maximum, c'est de faire de la surallocation de RAM. En virtualisation, il n'y a pas de magie. On est toujours limité à ce que notre plateforme physique est capable de vous fournir en termes de puissance, d'accord ? Et notamment au niveau de la RAM. Donc, ce que l'on évite de faire, c'est faire de la surallocation de RAM au niveau de l'hyperviseur. Typiquement, si l'on prend le cas de VCR, passer les 90% d'utilisation de RAM sur Host, on a un certain nombre de mécanismes qui rentrent en ligne de compte pour dédupliquer les pages mémoire, compresser les pages mémoire, faire du binding, etc. Et passer ce niveau d'utilisation-là, on va avoir énormément de problèmes de performance, d'accord ? Donc, c'est un point très important à prendre en considération, l'utilisation de la RAM. Une des bonnes pratiques observées, généralement, c'est de ne pas dépasser les 80% d'utilisation de mémoire sur un host ESX, d'accord ? Ça vous permet, en cas d'erreur au niveau sizing, de toujours vous laisser une petite marge d'erreur, de façon à ce que vous ayez une marge de manœuvre entre les 80 et 90% d'utilisation de la RAM. Sur la partie SSD, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, au niveau du Sizer, ce que l'on fait, c'est qu'on va réserver, dimensionner la partie SSD de façon à toujours avoir 10% de la volumétrie brute utilisée au niveau du SATA. Il faut toujours qu'on ait 10% des surfaces SSD égales à la volumétrie utilisée sur la partie SATA. Donc sur la partie SSD, ce qu'on prend en compte, c'est la partie uplog, c'est le cache en écriture. La partie content cache, c'est la partie cache en lecture. Et la partie extend store, c'est la partie qui est utilisée notamment pour tout ce qui est écriture séquentielle. D'accord ? Donc ce sont vraiment l'ensemble de ces trois zones, de la volumétrie de ces trois zones, qui est utilisée pour constituer les 10% présentés précédemment. Pour pouvoir identifier ça, il y a on va dire un Sizer non officiel qui existe. Vous avez l'URL ici. On va essayer d'y aller. D'accord, qui s'appelle designbrew.com. Ce qui est intéressant sur Sizer non officiel, c'est tout simplement de pouvoir observer la répartition qui est faite au niveau du SSD entre les différents éléments de la technologie Nutanix. Donc là, typiquement, on va faire une configuration on va faire la même configuration que tout à l'heure. Je suis sur 480 Go, j'ai 5 nœuds, d'accord. Donc ici, sur la partie Extend Store, j'ai environ un tout petit peu plus d'1 Tera de SSD, d'accord. Donc ça, c'est pour la partie cache pour les écritures séquentielles. La partie content cache, c'est le cache en lecture, j'ai environ 100 Go. Et la partie upload, qui est le cache en écriture, j'ai environ 500 Go pour l'ensemble de mon cluster de 5 nœuds.
Donc si j'additionne les trois, je me rends compte que je vais avoir à peu près 10% de ma volumétrie brute qui se trouve ici, d'accord. J'ai environ un petit peu plus, j'ai environ 1 Tera 5 pour environ 10 Tera de volumétrie utile, donc je suis dans l'ordre de 10% sur la partie SSD versus la partie SATA. Troisième point, ce qui est très important de prendre en compte également, c'est les ressources consommées utilisées par la CVM. D'accord. Par défaut, la CVM, lorsqu'elle est installée et configurée, elle est configurée avec l'équivalent de 8 vCPU. Et en termes de consommation de ressources, ces 8 vCPU vont consommer 4 cœurs de processeurs physiques. D'accord. Donc lorsqu'on met à calculer quelle est la quantité de vCPU que doit fournir ma plateforme par rapport au nombre de cœurs physiques présents dans mes nœuds, ce qui est très important de retirer par nœud, ce sont 4 cœurs physiques, de manière à garantir un fonctionnement correct de notre CVM. Okay. Deuxième notion sur la CVM, c'est sa consommation en RAM. Par défaut, elle est configurée avec 16 Go de RAM et on sait qu'elle est capable de consommer jusqu'à 32 Go de RAM en fonction des options et des services de stockage qu'on va venir activer. Donc typiquement, lorsque l'on active compression et déduplication inline, il va falloir augmenter la configuration de la CVM à 24 Go de RAM. Et si jamais on active en plus la partie déduplication et compression post-process, il faudra augmenter la CVM à 32 Go de RAM. Donc encore une fois, cette information-là est très importante de façon à pouvoir définir finalement quelle est la quantité de RAM que je vais pouvoir utiliser pour faire tourner mes workloads. Okay. Donc la consommation en ressources de la CVM, c'est vraiment un point très important qu'il faut prendre en compte dans son sizing. Et enfin, le quatrième élément, c'est tout simplement quel est le niveau de résilience que je vais apporter à mon cluster. Est-ce que je pars plutôt sur du cluster N+1, donc j'autorise la perte d'un nœud au niveau de mon cluster, ou est-ce que je pars sur un cluster en configuration N+2, et là je vais autoriser la perte de 2 nœuds à l'intérieur de mon cluster. D'accord. Là-dessus, on va dire il n'y a pas de règle absolue, tout va dépendre de la taille de votre cluster, de la criticité de vos workloads et surtout des applications qui sont fournies par ce cluster Nutanix. En tout cas, ça fait partie des éléments à prendre en compte dans l'équation de comment est-ce que je size ma plateforme de virtualisation. Ok. Juste en 30 secondes, cette slide-là pour juste repositionner les choses sur comment est-ce que l'on utilise la partie SSD sur une plateforme Nutanix. Donc ça, c'est une représentation logique d'un stockage physique dans un Nutanix. On va retrouver la partie SSD, la partie HDD. Lorsqu'on fait des écritures de mode de fonctionnement très simples, lorsqu'on fait du séquentiel, on sait que ce sont des écritures qui demandent assez peu de performance, donc on décharge ces écritures-là dans une zone qu'on appelle l'extend store, composée majoritairement de disques mécaniques avec la partie SATA et d'une petite partie de SSD. Deuxième cas, la partie random, lorsqu'on fait des écritures. Là, on sait qu'on a besoin de beaucoup plus de performance, donc on écrit ces informations dans une zone de cache qu'on appelle loplog. Derrière, lorsqu'on va rappeler nos blocs de données, nos informations pour y accéder en lecture, on a un système de cache en lecture qui s'appuie à la fois sur du SSD et sur de la RAM. Alors ici, quand on parle de RAM, on va venir réutiliser une partie de la RAM configurée dans la CVM pour en faire une zone de cache en lecture, ce qui nous permet de fournir énormément de performance sur finalement assez peu de nœuds et assez peu de disques. Voilà, je m'arrête là. Du coup, je vous propose de réouvrir les micros et on va prendre vos questions. Si toutefois vous avez des questions. C'est Tony là au téléphone, juste pour vous préciser des petites choses sur la façon de faire un sizing aussi sur l'interface. Vous savez qu'il est possible aussi d'extracter l'intégralité de la configuration que vous aurez mis en place pour voir finalement avoir un BOM devant vous, un bout de ce matériel, et avec ça, vous pourriez très bien nous l'envoyer et on affinera avec vous la configuration. Je t'entends pas. Allô, allô. Oui, on n'entendait pas très bien Tony. Ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, on a également capacité à extraire les configurations du sensor et de pouvoir les faire parvenir exclusives. Si vous voulez avoir
confirmation et un accompagnement supplémentaire. Ici. D'accord. Si vous faites ça va vous permettre d'extraire toutes les informations et de les transférer exclusives pour pouvoir faire votre sizing et votre cotation et également appliquer exclusif sur la pertinence du sizing que vous avez pu faire. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu une question apparaître. La présentation que sera envoyée. Bonjour, une question qui a vraiment rien à voir. Il y a eu des rumeurs de rachat par Cisco de Nutanix. C'est d'actualité ou pas du tout? Oui, il y a 2 semaines, je crois, surtout. Aujourd'hui, en aucune manière, il est prévu que Nutanix se fasse racheter par Cisco ou par un autre acteur du monde de l'IT. En tout cas, c'est la position aujourd'hui. Ça répond à vos questions? Oui, merci. Pour information, hein, si vous avez des gens qui ont un peu peur concernant ces rumeurs qui sont émises par des consultants américains, on a la capacité à fournir un document avec un engagement de la part de notre CEO concernant aucun rachat ni de Cisco ni de qui que ce soit. Peur ou pas, il y en a que ça peut peut-être rassurer d'ailleurs. En général, on voit plutôt que ça fait peur aux gens, puisque quand une grosse entreprise rachète une solution innovante, ils ont peur que cette solution disparaisse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de Nutanix, et surtout vu ce qu'on vient d'annoncer la semaine dernière que vous a présenté mon collègue. Je disais aussi que la présentation vous sera intégralement envoyée dans vos boîtes mail via le service marketing d'Exclusive, donc vous aurez la présentation dans vos boîtes mail. Voilà, juste pour terminer, voilà, si vous avez des questions complémentaires, des questions après coup, après avoir revisionné notamment les slides, n'hésitez pas à contacter Exclusive ou sinon vous avez également mes coordonnées en début de présentation. Et donc on sera ravis de vous accompagner sur vos différents projets. On va clôturer donc le WebEx. Et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Sachez qu'il y a d'autres webinars qui vont arriver dans les mois prochains. Donc restez focus sur l'annonce. Je vous remercie beaucoup et bonne fin de journée.